Bonjour à vous tous et merci d'être présents aujourd'hui pour assister à la présentation de mon mémoire qui s'intitule Construction des hypothèses BCCMS biométriques pour un produit de réassurance de dépendance, calcul des provisions mathématiques de rente et estimation des binaires. Donc, ce mémoire, en fait, a été réalisé au sein de PwC et je tiens d'ailleurs à ce titre à remercier Vincent Gibret pour son encadrement, ainsi que mon tuteur académique, Monsieur Loisel, pour son suivi et ses conseils. Donc, au cours de cette présentation, je vais aborder les points suivants. Donc, une description du portefeuille, puis le principe de la modélisation de la durée, où je détaillerai la méthodologie suivie pour construire les lois biométriques à l'aide de l'estimateur de Kaplan-Meier, le modèle de Cox et les modèles multi-états. Et ensuite, j'évoquerai les méthodes de triangulation pour estimer le montant des binaires. Et enfin, je terminerai la présentation par une conclusion de ce travail. Donc, au tout début, je vais commencer par vous donner un aperçu général du contexte des objectifs de mon projet et les quelques limitations. Donc, ce travail se concentre sur le calcul des provisions techniques d'un produit de dépendance en run-off commercialisé hors de l'Union européenne. Et par des raisons de confidentialité, on a gardé le nom de l'accident anonyme. Donc, une analyse approfondie, donc ce qu'on appelle les deep dives, a permis d'établir des lois de maintien pour calculer la provision mathématique pour rente et déterminer la méthode de projection pour le calcul des I-binaires. Le produit a montré une détérioration depuis 2012, aggravée après un audit de régulateur en 2016, et les I-binaires historiques de l'accident, donc, qui nous communiquent, étaient sous-estimés, ce qui a conduit à remettre en question la méthode déployée par l'accident. Donc, néanmoins, nos travaux n'ont pas inclus l'impact Covid, puisque c'était une étude qui a été faite en 2021, et le taux d'incidence n'a pas été estimé, puisque le produit est en run-off. Donc, avant toute tentative de modélisation, nous jugeons qu'une description claire de la garantie contre provision est essentielle. Notre portefeuille de dépendance est constitué de 67% d'assurés ayant souscrit à un contrat avec la garantie Silver, dépendance totale seule, et de 33% ayant souscrit la garantie Gold, dépendance totale et partielle. La différence entre les deux garanties concerne les prestations ainsi que la définition du degré de dépendance. Chacun de ces niveaux de garantie ouvrait droit à deux types de prestations forfaitaires, une prestation à domicile et une prestation en institution de santé. Concernant les caractéristiques de traité de REAS, donc il s'agit d'un traité en quota share avec un taux de scission de 25%. Il a été souscrit en 2008 puis en run-off depuis le 31/12/2018. Le délai de carence est de 30 jours et une des spécificités de ce produit, si ce n'est la plus importante en comparaison avec des produits de dépendance classiques, c'est que la durée de paiement des indemnités est plafonnée à 60 mois, donc 5 ans. Étant donné que le nombre des contrats souscrits pour une couverture Gold, donc dépendance totale et partielle, n'est pas très important par rapport à une couverture Silver, dépendance totale, nos travaux s'intéressera aux entrées en dépendance totale pour le produit Silver. Donc, en termes de répartition par âge et par sexe, le portefeuille de dépendance totale Silver est principalement constitué d'assurés entre 61 ans et 90 ans, avec un âge moyen de 63 ans, 70 pour les hommes et 75 pour les femmes. Le plus jeune a 0 ans, et ce sont les enfants des assurés qui sont automatiquement couverts, et le plus âgé a 106 ans. Donc, on observe entre autres une augmentation nette de nombre de dépendants à partir de 75 ans et puis une décroissance après l'âge de 85 ans. Nous constatons également que le poids des femmes est supérieur à celui des hommes, notamment pour les âges qui sont supérieurs à 28 ans, et cette tendance est inversée pour les âges inférieurs à 28 ans. Donc, c'est le tableau à droite affiche la répartition et l'âge moyen des assurés par sexe. Un autre regard doit également être porté sur la survenance des sinistres, c'est-à-dire l'entrée des assurés dans l'état de dépendance. Donc, ce qu'on constate que le nombre de sinistres déclarés a augmenté régulièrement depuis 2012, atteignant un pic en 2018, et cette augmentation concerne les deux sexes, comme le montre le graphique à gauche. On remarque également que le nombre des sinistres survenus en 2018 est légèrement supérieur à celui de 2017, c'est le graphique au milieu, et nous jugeons que cette augmentation sera plus accentuée dans le futur
dû au retard de réception des données de la part de l'accident, ce qu'on appelle le reporting lag. Le graphique à droite représente le taux de refus des sinistres par l'accident et nous constatons une forte diminution des dossiers refusés pour les sinistres qui sont postérieurs à 2015. Et ceci est dû à un contrôle effectué par le régulateur local qui a demandé à l'accident d'accepter plus de sinistres. Donc, après avoir décrit le portefeuille et le traité de REAS, il me paraît important dans un premier temps d'introduire le concept de la modélisation de la durée de vie qui se concentre sur la variable aléatoire t qui représente le temps écoulé jusqu'à la survenance de l'événement. Pour nous, c'est la sortie de dépendance et qui repose sur des modèles adaptés aux particularités des données qui sont des variables aléatoires positives, souvent incomplètes, en raison de phénomènes de troncature ou de censure. Donc, l'objectif de l'analyse de survie est de pouvoir estimer la fonction de survie qui désigne en fait la probabilité que la sortie de l'état de dépendant de l'individu se produise après un instant T. Avant l'instant T, l'individu est en état de dépendance. Donc, pour la modélisation de la variable de durée, donc différents types de modèles peuvent être utilisés, donc, à savoir les modèles paramétriques, les modèles non paramétriques et les modèles semi-paramétriques. Donc, dans notre mémoire, nous utiliserons le modèle de Kaplan-Meier et le modèle de Cox. Je dis ici en fait que le choix d'un modèle est toujours orienté par la qualité et la quantité des données à disposition. Donc, on commence par l'estimateur de Kaplan-Meier, donc, qui découle de l'idée suivante. Être encore en état de dépendance après un instant T, c'est être en état de dépendance juste avant cet instant. Donc, en l'absence d'ex-aequo, la fonction de survie est définie comme un produit cumulatif des probabilités conditionnelles. Donc, ici, le 1 moins DI sur NI représente la proba conditionnelle qu'un individu reste dans l'état de dépendance après le temps DI. Et le produit de tous ces probas conditionnels donne la probabilité globale que l'assuré reste dans l'état de dépendance au-delà de l'instant T. Et afin de construire l'intervalle de confiance, donc on rapproche la variance de l'estimateur à l'aide de l'estimateur de Greenwood, donc qui repose sur euh, l'hypothèse d'indépendance du durée de survie et qui suppose également que la sortie de l'état de dépendance suive une distribution binomiale de paramètres INI, c'est l'effectif sur risque, et de probabilité DI sur INI qui représente la probabilité de quitter l'état de dépendance. Donc, nous appliquons ici la méthode de Kaplan-Meier selon le sexe de l'assuré. Les courbes de survie montrent une évolution similaire pour les hommes et les femmes durant les 12 premiers mois, mais ils divergent ensuite, indiquant un maintien légèrement inférieur chez les hommes. Donc, le test de log-rank utilisé pour comparer les distributions en présence des données censurées montre une p-value qui est inférieure à 5%, ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle et de conclure que le taux de maintien des hommes et des femmes sont significativement différents. Pour lisser les taux bruts irréguliers dans les zones avec peu d'observations, deux méthodes ont été testées, la régression non paramétrique l'OS et le lissage par Whitaker-Henderson. Donc la priorité a été donnée à la fidélité du taux lissé au taux brut, car les données ne montraient pas des variations qui sont erratiques. Et nous avons retenu la distance absolue, ce qui nous a montré que la méthode de Whitaker-Henderson est la plus fidèle par rapport à la méthode de l'OS. Maintenant, concernant la segmentation par tranche d'âge, l'estimateur de Kaplan-Meier révèle des différences significatives dans le maintien de dépendance pour les jeunes de 0 à 20 ans. On remarque une dépendance initiale importante avec une décroissance qui est rapide après 24 mois, probablement liée à un manque de données ou des maladies infantiles graves. Pour les individus qui sont de 75 ans et plus, qui représentent une survie plus faible, tandis que ceux de plus de 90 voient leur survie décroître rapidement après 30 mois en raison d'une faible espérance de vie en dépendance. Donc, le test d'hologramme confirme que les courbes de maintien varient significativement selon les tranches d'âge avec une p-value bien inférieure à 5%. Ici, nous avons retenu les différentes classes d'âge d'entrée en dépendance que celles utilisées lors de la tarification de ce produit.
Comme pour la variable sexe, nous avons retenu le lissage de Weizsäcker-Henderson. Juste ici, j'ouvre en fait la parenthèse que nous avons pensé d'établir une courbe de dépendance par âge en prenant l'âge comme une variable quantitative continue, mais on a remarqué que le taux brut sont très erratiques et réguliers, notamment pour les petits et les grands âges. Ceci dû au manque d'informations sur les données de ces âges. En outre, comme nous allons voir ultérieurement dans la section du modèle semi-paramétrique de Cox, qu'il est toujours utile de procéder à la discrétisation des variables quantitatives pour remédier au problème de la non-linéarité avec la variable à expliquer. Donc, je ferme la parenthèse. Et, et ici, l'analyse de Kaplan-Meier nous a montré que l'âge d'entrée en dépendance et que le sexe influence significativement le maintien en dépendance. Donc, nous avons décidé de construire deux lois de maintien en dépendance, l'une issue de la population masculine et l'autre de la population féminine. Chacune prend en paramètre l'ancienneté en dépendance et la tranche d'âge d'entrée en dépendance. En général, euh, les courbes des hommes et des femmes montrent une tendance qui est similaire de diminution de la probabilité de survie au fil du temps. Cependant, dans certaines tranches d'âge, on peut remarquer des différences dans la vitesse de diminution de ces probabilités. Par exemple, les femmes ont une probabilité de survie légèrement plus élevée que les hommes dans les tranches d'âge de 80, 85 et 90, 120. En revanche, chez les enfants, les juniors de 0 à 20 ans, les garçons ont une probabilité de survie qui est plus supérieure. Donc, la méthode de Kaplan-Meier a révélé une hétérogénéité de la population étudiée, donc ce qui nécessite une prise en compte des spécificités de chaque sous-groupe via le modèle de Cox. Donc, ce modèle exprime le risque instantané en fonction d'un risque de base et des variables explicatives sous l'hypothèse que les risques sont proportionnels et l'existence d'une relation log linéaire entre le risque instantané et le covariable. Donc, cette section est structurée comme suit. Nous commençons par estimer les paramètres de modèle. Ensuite, nous procédons à la vérification de l'hypothèse des risques proportionnels. En cas de non-respect de cette hypothèse, nous explorerons et nous étudierons des modèles alternatifs tels que le modèle de Cox avec interaction temporelle ou le modèle de Cox stratifié. Donc, le premier modèle concerne l'estimation d'un modèle avec la covariable sexe, gender. Le sexe féminin est retenu comme la modalité de référence du modèle. Donc, le coefficient étant positif indique un risque de dépendance plus élevé chez les femmes par rapport aux hommes et que les hommes ont en moyenne 23% moins de chances de rester en dépendance. Donc, ces résultats confirment les premières analyses réalisées avec l'estimateur de Kaplan-Meier. Maintenant, pour vérifier l'hypothèse de proportionnalité des risques, euh, les courbes log minus log ont été utilisées pour les deux groupes hommes et femmes. Donc, leur parallélisme particulièrement marqué au-delà de 22 mois suggère une quasi-proportionnalité des risques. Donc, cette observation a été également confirmée par l'analyse des résidus de Scanfield, qui examine la variation de l'effet des covariables dans le temps. Avec une p-value qui est supérieure à 5%, il n'y a pas de preuve statistique de violation de l'hypothèse indiquant que l'effet du sexe sur le risque reste constant dans le temps. Les paramètres ici permettent de visualiser la fonction de survie pour les modalités de la variable sexe, gender. On constate que la courbe de survie des femmes est systématiquement au-dessus de celle des hommes, indiquant que les femmes se maintiennent en dépendance plus longtemps que les hommes. Le modèle suivant introduit trois variables explicatives. Donc, la variable sexe où le sexe féminin est retenu comme modalité de référence, la variable tranche d'âge où la modalité 0-20 ans est retenue comme référence et la variable type du service où la prestation de domicile est retenue comme modalité de référence. Donc, toutes les variables ici sont significatives, ainsi elles sont discriminantes pour la loi de maintien. Et nous constatons que les coefficients sont tous positifs, indiquant que le risque de dépendance est plus fort par rapport à la variable de référence. Par exemple, pour la variable sexe, la dépendance est plus forte chez les femmes que chez les hommes, toute chose égale par ailleurs.
Et nous pouvons également constater que la modalité tranche d'âge 90-120 possède l'effet le plus élevé sur le taux d'hasard. Pour la variable type de service, qui est un coefficient qui est proche de 0, un exponentiel qui est proche de 1, ce qui montre que cette variable apporte une explication légère à la fonction de hasard. Donc, pour tester l'hypothèse de proportionnalité, nous avons fait appel au test des résidus de Sconfield, comme ce que nous avons fait pour la variable sexe. Il paraît que la p-value est inférieure à 5% globalement et pour chaque variable prise individuellement, indiquant le non-respect de l'hypothèse de proportionnalité. Donc, pour tenir en compte de la non-proportionnalité, nous avons envisagé de faire une stratification selon la variable âge pour les raisons suivantes. L'âge est une variable qui est très discriminante dans le modèle de Cox non stratifié. L'âge présente un caractère non linéaire. Et donc ici, je ne l'ai pas présenté, mais nous avons développé un modèle de Cox pour la variable âge avec interaction temporelle. Cependant, l'absence de la significativité de quelques modalités pour lesquelles nous nous attendions à des conclusions statistiquement significatives nous suggère que la forme fonctionnelle de bêta t n'est pas linéaire. Et donc, une stratification de la variable âge peut être mieux adaptée. Nous avons également décidé de ne pas tenir la variable type de service car cette dernière possède un coefficient qui est proche de 1, ce qui montre que la variable apporte une explication légère à la fonction hasard. Donc le coefficient ici bêta est positif, ce qui montre que les hommes sortent plus rapidement de la dépendance que les femmes. La fonction de survie correspondant à chaque groupe peuvent être représentées graphiquement, parce qu'on constate que le résultat est quasi similaire à ce qu'on a obtenu avec le modèle de Kaplan-Meier. En revanche, les modèles stratifiés ne différencient pas l'effet des covariables entre les groupes, ce qui rend nécessaire l'inclusion d'une interaction entre le genre et les groupes d'âge. Donc, la variable utilisée dans le modèle sont significativement discriminantes pour la loi de maintien avec un seuil de risque de 5%. Le risque de dépendance est inférieur chez les hommes par rapport aux femmes avec des réductions qui varient de 18% à 44,6% selon la tranche d'âge, qui sont supérieures à 65 ans. Cependant, pour les âges de 20 à 65 ans, les hommes ont tendance de rester dépendants plus longtemps que les femmes. Donc ici, l'hypothèse des risques proportionnels est désormais vérifiée et de plus, nous jugeons une amélioration du modèle selon le critère de AIC. Maintenant, passons aux modèles multi-états, qui sont une généralisation des modèles de survie caractérisés par un processus stochastique à espace fini d'états, utilisé pour décrire l'évolution des individus à travers différents états dans le temps. Donc, 5 paramètres sont à estimer dans son modèle. La probabilité qu'un individu dépendant devient actif, la probabilité de décéder sachant que l'individu est dépendant, la probabilité qu'un individu soit reconnu comme actif revient à l'état dépendant et la probabilité qu'un individu reste dépendant. Et la dernière, c'est la probabilité qu'un individu actif reste dans le même état actif. Donc, on distingue plusieurs types de modèles multi-états, donc le modèle homogène, non homogène, semi-markovien homogène et semi-markovien non homogène. Pour faire le lien avec le modèle de survie, il est important de définir les matrices des intensités de transition. Les éléments de cette matrice sont définis par les QHJ, qui peuvent être interprétés comme le risque instantané de transiter de l'état H à l'état G à un instant donné, à un instant T. Donc, les termes diagonaux sont négatifs, ils décrivent l'envie de sortir de l'état H. Les termes non diagonaux sont positifs et décrivent l'envie d'arriver en G depuis H. Et la somme des lignes est égale à 0. Et dans le cas d'un modèle de Markov homogène, les probabilités de transition ne dépendent pas de T et de S, mais uniquement de la différence, donc de T moins S. Et dans le cas d'un modèle de Markovien non homogène, les probabilités de transition dépendent uniquement de temps. Pardon. Donc, l'application de modèles markoviens homogènes permet d'estimer la matrice d'intensité, qui permet ensuite de calculer les probabilités de transition. On peut également déduire le temps de séjour dans chaque état par l'inverse des termes diagonaux de la matrice de transition. À titre d'exemple, le temps moyen de séjour dans l'état de dépendance
est de 48 mois et le temps moyen de séjour dans l'état valide est de 2 mois. Donc, ceci est également visible à l'aide de la courbe de survie qui, pour l'état valide, montre une décroissance exponentielle expliquée par le retour rapide à l'état de dépendance pour cette catégorie. Mais il faut noter également que le nombre faible de transitions dans cet état affaiblit la pertinence et les conclusions tirées. Pour valider les valeurs prédites, nous avons fait appel à, à la prévalence. Donc, nous avons remarqué que le modèle correspond bien aux données pour les états dépendants et décès. Cependant, pour l'état valide, il sous-estime la prévalence avant 10 mois et le surestime ensuite. Et ceci est probablement à cause du faible nombre d'observations. Le modèle markovien estimé nous permet de générer l'évolution probable d'une personne dépendante jusqu'à sa sortie. Donc, pour le faire, nous avons suivi l'algorithme suivant. Donc, on part du portefeuille initial qui est constitué des personnes en état de dépendance, soit l'état H, et on génère l'état suivant G à l'aide des probabilités estimées de passage. À partir de l'état initial H et l'état suivant G, nous générons le temps de passage qui correspond à une réalisation de loi exponentielle simple, parce qu'on parle de modèle de Markov homogène. Le dernier état visité, s'il ne s'agit pas de l'état de sortie d'essai, donc nous répétons les étapes 1 et 2. Donc l'illustration à droite montre 25 trajectoires où le point de départ est toujours l'état de dépendance. Donc ici, même si le modèle de Markov homogène semble adéquat pour la modélisation de notre jeu de données, il est jugé nécessaire sur la base des conclusions de modèles de Cox et de Kaplan-Meier d'explorer également un modèle localement homogène. Donc ici, à l'aide de la matrice d'intensité, nous pourrions déduire la fonction de survie relative à la variable sexe et ce qu'on constate que les courbes sont conformes au résultat précédent. La dépendance chez les femmes, donc le durée de maintien, est supérieur à celui des hommes. Le modèle prédit globalement bien la prévalence par sexe, donc il surestime légèrement la prévalence pour l'état dépendant chez les femmes et l'état d'essai chez les hommes, et sous-estime la prévalence pour l'état dépendant chez les hommes et l'état d'essai chez les femmes. Maintenant, passons au modèle semi-markovien. Donc, du fait du critère restrictif du modèle de Markov pour décrire les risques biométriques couverts par notre traité. En général, lorsqu'un ou plusieurs états correspondent à une situation de fragilité, il est généralement nécessaire de faire intervenir le temps de séjour dans ces états. Donc, le processus semi-markovien homogène, les intensités de transition dépendent de la durée passée dans l'état et de l'état occupé. L'approche qu'on retient consiste à modéliser le processus de saut et une loi de durée de séjour dans l'état, ceci pour chaque sexe de l'assuré. En ce qui concerne le processus de saut, nous allons nous référer au modèle markovien développé dans la section précédente. Et quant à la loi de durée, nous allons faire appel à la loi de Weibull. Donc, l'estimation des paramètres de la loi de Weibull se faisait en se référant au modèle AFT, Accelerated Failure Time. Donc, à côté de l'estimation des paramètres de Weibull, le modèle permet également d'intégrer l'effet des différentes variables sur la fonction de survie. Parce qu'on constate que la fonction de survie sont discernables où les femmes ont une probabilité de survie, donc de rester en dépendance, plus élevée que celle des hommes, ceci en adéquation également avec les modèles précédents. Donc, l'estimation de la loi de Weibull ainsi que l'utilisation de la matrice de passage estimée dans la section de modèle de Markov homogène par morceau nous permettent facilement, à l'aide d'un algorithme de simulation, de générer des trajectoires. Donc, ce qu'on voit ici dans le graphique à droite. En addition des provisions mathématiques de rente, le réassureur est imposé de déterminer les provisions pour sinistres déclarés tardivement, les IBINAires. Donc, on commence par la méthode déterministe de Charlader, qui permet d'estimer des coefficients de passage que nous allons appliquer à notre triangle de nombres. Donc, grâce à ces fonctions, nous pourrions estimer le nombre des sinistres ultimes et de déduire le nombre de sinistres tardifs. Donc, pour appliquer cette méthode, il faut s'assurer de la relation linéaire entre le nombre des sinistres cumulés d'un mois de déroulement à l'autre.
Donc, pour vérifier cette hypothèse de linéarité, nous allons procéder à un test graphique où le couple CIJ plus 1 doivent être sensiblement alignés par une droite passant par l'origine. Donc, le graphe confirme l'hypothèse de linéarité. Et après calcul du coefficient de passage, le nombre de sinistres additifs s'établit à 125 sinistres. Maintenant, on évoque les méthodes stochastiques où la méthode de Mach est la première méthode qui fait intervenir la notion d'incertitude dans le modèle déterminé de Chaleda. Donc, cette méthode s'appuie sur trois hypothèses. Les mois de survenance des sinistres sont indépendantes les uns des autres. On suppose que le passage d'un mois de développement à l'autre est décrit en termes d'espérance en au nombre des sinistres cumulés d'un mois au temps J plus 1 dépend uniquement de ceux de temps J. Cela signifie l'existence d'un facteur de développement FJ dans cet exemple. Et la dernière hypothèse suppose que la variance des sinistres est proportionnelle à son espérance. Donc, concernant le triangle de nombres, donc les trois hypothèses ont été vérifiées, ce qui nous a permis d'estimer le nombre des binaires des sinistres qui s'élève à 125, avec un intervalle de confiance à 95% de la borne inférieure, il est à 95 sinistres et la borne supérieure, elle est à 154, 155 sinistres. La deuxième méthode stochastique est la méthode de Bootstrap. C'est une méthode de simulation basée sur le rééchantillonnage des données avec un tirage aléatoire avec remise. Donc, la procédure est la suivante. Donc, on suppose que le nombre des sinistres suit une loi de Poisson surdispersée. Et ensuite, on calcule des résidus des personnes de la loi de Poisson, puis on les ajuste. Et les résidus ajustés sont par la suite rééchantillonnés de façon aléatoire et avec remise. Donc, pour chaque nouveau triangle de résidus, on calcule le nombre incrémenté en inversant la formule des résidus et on applique la méthode de Chandler pour estimer l'ultime et puis déduire les Zibina. Après un nombre de simulations de 5000, nous avons obtenu un nombre moyen des binaires de 121 sinistres. Donc, ce qu'on constate également, que l'hypothèse que les résidus en fait sont normaux selon le comportement asymptotique. Et au final, en comparant les trois méthodes, on constate que la méthode de Mac-Chandler et Chandler donne des résultats similaires, ce qui était attendu. Mais pour le bootstrap, il montre un faible nombre de sinistres tardifs. Donc, une approche prudentielle favorise la méthode de Mac pour sa prudence. La méthode de Bootstrap affiche également une variabilité plus élevée que Mac, dont les résidus semblent plus aléatoires et moins volatiles autour de la moyenne. Donc, en retenant le nombre des binaires selon la méthode de Chandler, qui s'établit à 125, auquel on ajoute le nombre des sinistres en attente, ajusté avec une probabilité d'acceptation de 85. Donc, le nombre total est de 222 sinistres, qui est réparti par tranche d'âge et par sexe selon la structure de portefeuille. Donc ici, le schéma suivant décrit la procédure de calcul de la rente en dépendance. Donc, nous avons notre portefeuille de dépendants et on calcule tête par tête la provision mathématique en utilisant la table de maintien retenue par la méthode de Kaplan-Meier, ainsi qu'une courbe de taux. À noter que la réglementation locale de réassureur oblige d'utiliser des courbes de taux locked-in rates. En ce qui concerne les binaires, la démarche retenue est simple. Il consiste à projeter le nombre des sinistres tardifs en suivant le rythme des sinistres survenus et connus. Donc, pour cela, le nombre des sinistres tardifs est réparti en respectant la structure de portefeuille pour ensuite utiliser les tables de maintien retenues pour le calcul de l'APM afin de projeter dans l'avenir les dates possibles de paiement. Finalement, le montant de 45 millions de dollars qui représente la somme nécessaire aujourd'hui pour couvrir les engagements de la compagnie de réassurance jusqu'à l'extinction du groupe fermé pour ce traité. Le montant de 2,25 millions correspond à la provision pour risque adverse, la PAD,
qui vise à compenser l'incertitude liée à l'estimation des flux futurs pour les risques non financiers. Donc, cette provision est calculée de manière à garantir que l'évaluation des engagements soit suffisante à hauteur de 75%. C'est juste en fait une value at risk à 75% sur la distribution des réserves. Donc, pour conclure cette présentation, notre objectif était de développer un modèle complet pour le calcul des provisions techniques, combinant la provision mathématique et les binaires pour un produit en dépendance. Nous avons suivi une démarche rigoureuse et nous avons appuyé sur des approches variées. Pour la provision mathématique, nous avons retenu l'approche de Kaplan-Meier lissée par sa simplicité et son adaptabilité aux différents problèmes des données de survie. Et pour les webinaires, la méthode de Mac-Challenger s'est avérée la plus robuste. Donc, les provisions techniques s'établissent à 45 millions de dollars, incluant une provision pour 47 millions, pardon, incluant une provision pour risque divers, la PAD. Cependant, comme tout modèle, il existe des limites à nos travaux qui reposent sur certaines hypothèses, notamment l'indépendance des lois de durée vis-à-vis de la variable descriptive et le manque des tables de référence qui limitent la validation et la robustesse de notre table de maintien. Et enfin, le risque de dépendance étant récent et évolutif, donc cette étude n'est pas définitive et pourra être révisée en fonction des évolutions réglementaires et juridiques à venir. Donc, merci pour votre attention. Euh, J'arrête le partage et je prends les questions. Donc, pour la première question, euh, à votre avis, pourquoi les femmes se maintiennent plus en dépendance que les hommes? Je pense que dans notre portefeuille, en fait, de manière générale, les femmes vivent plus longtemps que les hommes or, avec l'âge, les risques de dépendance, en fait, augmentent. C'est ce qui signifie qu'un plus grand nombre de femmes atteignent des âges très avancés où la perte d'autonomie est fréquente. Et, euh, et souvent, les femmes souffrent, en fait, des maladies qui sont invalidantes, donc type arthrose, ostéoporose. Donc, c'était des types des maladies que nous avons dans notre portefeuille, mais qui sont moins mortelles. Donc, voilà. Et pour les enfants, en général, les maladies neurologiques touchent les garçons plus que le fils. Ici, ceci, en fait, est en général dû au fait que le développement cérébral diffère légèrement entre les deux sexes. Euh, Ma deuxième question, qu'est-ce qu'on entend par les résidus de Scanfield? Les résidus en fait de Scanfield, c'est un type de résidu diagnostique. Il ne faut pas le mélanger avec les résidus de personnes, ou bien les résidus de martingale, et qui permet de vérifier l'hypothèse de proportionnalité. Pour chaque covariable, le résidu il n'est que la différence entre la valeur observée de la covariable et la valeur attendue selon le modèle de Cox. Et pour la valeur attendue, il n'est que la moyenne pondérée des covariables parmi les assurés à risque. Ce sont des résidus qui nous permettent de vérifier la proportionnalité. Si on voit que les résidus n'ont pas une tendance en fonction de temps, donc on juge que la covariable est constante dans le temps, donc la- donc l'hypothèse de la proportionnalité est valide. Euh, Pourquoi le modèle de Cox et Kaplan-Meier dont presque les mêmes résultats? Ici, en fait, l'estimateur de Kaplan-Meier qui a permis d'estimer la fonction de survie pour chaque groupe de sexe et tranche d'âge, c'est pareil pour le modèle de Cox. Le fait que les deux approches donnent des résultats qui sont similaires suggère que la segmentation de nos portefeuilles par sexe et par âge permet d'obtenir des portefeuilles homogènes. Et deuxièmement, c'est que le modèle de Cox stratifié donne des résultats robustes car l'effet des covariables est constant dans le temps. D'ailleurs, l'utilisation de modèles de Cox stratifiés était à la base pour objectif de remédier au problème de la non-proportionnalité. Donc, euh, donc le fait en fait que les deux modèles en fait aient les mêmes résultats
qui sont en concordance, ce n'est qu'une preuve que la proportionnalité de covariables et la segmentation rend notre portefeuille plus homogène. Euh, est-ce qu'il y a pas de provision pour risque croissant à constituer pour ce portefeuille? Euh, Ici, en fait, le portefeuille il est en run-off, donc il y a pas en fait il y a pas, le portefeuille est constitué que des dépendants. Il est en run-off, donc il y a pas, on n'a pas estimé le taux d'incident, donc ce qui fait que on n'a pas estimé il y a pas en fait de, de provision pour risque croissant. Bonjour, est-ce que le nombre de simulations de Bootstrap, bonjour, est-ce que le nombre de simulations de Bootstrap à 5000 est-elle suffisante? Donc nous avons, je l'ai pas mentionné dans dans les slides, mais nous avons constaté qu'une convergence, en fait, d'ailleurs, on travaille sur des triangles de nombres, donc la volatilité n'est pas très élevée, donc on atteint la convergence très rapidement, mais 5000, c'était vraiment une hypothèse, donc de prendre le nombre de simulations de 5000 est vraiment très prudent, mais la convergence fait largement à une simulation inférieure à 5000. C'était vers les 1000, ouais, à partir de 1000, en fait, on obtient une convergence de l'estimateur, de l'estimation des ébinaires. Donc, pourquoi vous avez retenu le modèle de Kaplan-Meier? Donc, nous avons retenu le modèle de Kaplan-Meier car il s'agit d'un estimateur intuitif, visuel, robuste et simple à implémenter. Et de plus, le modèle de Cox nous a fourni des résultats qui sont similaires de ceux obtenus avec le modèle de Kaplan-Meier. Et il a servi en fait comme une méthode pour réconforter les résultats de Kaplan-Meier. Donc, il faut également, il faut aussi également se rappeler que les deux lois de maintien en dépendance ont été établies dans le cadre de modèles de Kaplan-Meier, une pour la population masculine et une pour la population féminine. Comment vous avez testé la validation de l'hypothèse d'indépendance dans le modèle de Mark de Chaleda? Donc, en fait, dans la présentation, je n'ai pas mis beaucoup de détails sur comment, sur la validation des trois hypothèses. Mais en général, pour vérifier l'hypothèse d'indépendance des mois de survenance, nous étudions l'influence de l'effet calendaire sur les facteurs de développement individuel. Et le test consiste à classer les valeurs des coefficients individuels par rapport à la médiane. Et si l'hypothèse de l'effet calendaire est justifiée, alors la variable donc, qui est définie comme le minimum entre le nombre de coefficients supérieurs et la médiane et le nombre de coefficients inférieurs à la médiane suit une loi binomiale donc, euh, en faisant en fait on suppose que la variable qui est définie comme le minimum entre le nombre de coefficients supérieurs à la médiane et le nombre de coefficients inférieurs à la médiane suit une loi binomiale. Euh, Voulez-vous dire que les garçons ont tendance à s'adonner à des activités plus dangereuses par les développements? En fait, ce que je voulais dire par ça, c'est que en général, les, donc le développement cérébral des filles et des garçons, il est légèrement différent. Donc, ce développement en fait, cérébral est plus rapide chez les filles que chez les garçons. Et du coup, en fait, ce qui peut donner à des maladies infantiles plus qui vont toucher les garçons que les filles, à savoir l'autisme. C'est bon, comment- merci pour les explications. Comment prendre en compte le vieillissement de la population, car le portefeuille en RANOF, dans le calcul des binaires dans le temps, faut-il une correction de modèle de Mark Schneider? En fait, ici, c'est donc pour le calcul des binaires, on s'est basé sur le triangle de nombres. Et là, pour avoir en fait une homogénéité de notre portefeuille, donc on s'est basé que sur les données à partir de 2016 jusqu'à 2000, 2018. Et du coup, en fait, le nombre des les binaires pour nous, c'est vraiment des tarifs.
la méthode qu'on a déployée, c'est qu'on a réparti ces binaires en fonction de la structure de portefeuille. On a considéré comme si ces nombres de sinistres, ces nouveaux assurés, c'est comme si en fait, ils vont rentrer dans notre portefeuille. On a projeté les binaires en utilisant les tables de maintien qu'on a estimées pour le calcul de la provision mathématique de rente. Merci pour cette présentation. Comment vous avez géré le problème de données faibles aux âges très élevés et très jeunes dans la modélisation? En fait, l'idée, c'était de créer des variables qui sont catégorielles au lieu d'utiliser des variables continues pour l'âge, donc pour éviter le problème de non-linéarité, également éviter le problème d'avoir des données qui ne sont pas suffisantes pour, pour modéliser, que ce soit en fait pour faire le modèle de Kaplan-Meier ou le modèle de Cox. Donc en fait, pour remédier à ce problème, nous avons construit des, euh, des tranches d'âge qui sont à la fois représentatives et pour lesquelles on voit pas en fait pour lesquelles en fait on voit une relation qui n'est pas qui est linéaire. Donc peut-être dans le mémoire que je n'ai pas développé ici dans la présentation, que nous avons également utilisé les résidus de martingale. Et ces résidus de martingale nous ont permis de déterminer quelles sont les tranches d'âge qu'on va utiliser dans notre modèle de Cox ou bien de Kaplan-Meier. Et ce que nous avons remarqué et conclu que ce sont presque les mêmes tranches d'âge qui ont été utilisées lors de la tarification par la cédante. Si je pense la dernière question que j'ai, c'est quelle était la qualité des données dont vous disposez et avait-il des valeurs manquantes ou bruitées? Donc, la base de données dont on dispose, il était exploitable à hauteur de 99% parce que le portefeuille il était en run-off depuis 2018 et auparavant, nous avons eu des échanges avec l'assidente pour comprendre la structure de portefeuille et nettoyer le maximum. Euh, le portefeuille est en run-off depuis 2018 et l'étude il était fait en 2021, donc, ce qui fait à peu près 3 ans d'échange avec l'assidente, donc ce qui a rendu la base de données exploitable. Euh, ben, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Donc, je vous remercie pour votre présence ainsi que pour vos questions pertinentes. Et merci.